Ok, écoutez, merci de me recevoir aujourd'hui. Je vous rejoins sur un point, c'est que j'ai hâte que l'on puisse se voir physiquement et qu'on puisse travailler à tous ces sujets physiquement, pour une raison simple, c'est que je pense que, évidemment, le numérique, on y travaille tous, mais le numérique n'a prend toute son ampleur, ou en tout cas se réalise que lorsqu'on arrive aussi à le lier à cette question humaine, et on le sait bien dans le domaine de l'inclusion, on a besoin de ces contacts humains, on a besoin de cette relation humaine pour accompagner tout le monde vers la potentialité de ce numérique. Il n'existe pas de monde où l'on pourrait être seulement en dématérialisé, seulement en visio, et on a besoin de réinjecter de l'humain dans le numérique. D'abord, je tenais à faire ce petit élément, mais je tenais aussi également à participer à cette troisième édition du numérique en commun, La Réunion. J'espère que pour la quatrième, j'aurai l'occasion de venir physiquement. Je pense que c'est extrêmement important, cette dynamique qui existe dans toute la France sur cette question de l'inclusion numérique, parce que ce qu'on a vu de manière paroxystique pendant le confinement, ce qu'on connaissait déjà, c'est que cette question de la fracture numérique, cette question de l'inclusion numérique, elle est devenue absolument centrale pour nos concitoyens. On est dans un monde qui est de plus en plus numérique, on est dans un monde où la vie quotidienne est de plus en plus numérique, et cette numérisation, à la fois, elle est facteur, bien sûr, de facilité, de simplicité, d'éviter de se déplacer, mais elle est, pour tous ceux qui ne maîtrisent pas le numérique, qui n'ont pas la connexion ou qui ne se sentent pas à l'aise avec ces outils, facteur d'une nouvelle, c'est une nouvelle fracture qui vient se surajouter à d'autres fractures. C'est vrai depuis longtemps, mais le confinement a été l'expression paroxystique de cela, puisque pendant le confinement, il y a eu ceux qui pouvaient avoir le confinement supportable parce qu'ils avaient le numérique pour faire leurs démarches, pour télécharger leur attestation de sortie, euh, pour garder le contact avec leurs proches. Et puis pour ceux qui ne l'avaient pas, c'était très compliqué. Parce que des sujets qui, au jour le jour, semblaient très simples, comme s'actualiser sur Pôle emploi, comme parfois faire ses courses, comme faire des démarches administratives, étaient devenus du coup extrêmement compliqués. On le sait à peu près dans l'ensemble de la France, c'est entre 15 et 20% des Français qui aujourd'hui manquent de compétences de base dans le numérique. Et donc, même c'est plus que ça, je crois que c'est près d'un tiers des Français qui manquent de compétences de base. C'est vrai dans l'Hexagone, c'est vrai dans les territoires d'outre-mer. Et donc, on doit faire en sorte d'accompagner toutes ces personnes vers de résorber cette fracture, à la fois en accompagnant les personnes, en faisant à leur place, mais surtout, pour toutes celles qui peuvent être formées, il faut qu'on fasse en sorte de les former et de les accompagner, de leur apprendre à pêcher, de leur apprendre à se mouvoir, à comprendre ce monde numérique dans lequel nous évoluons. Ce qui est d'ailleurs une question de compétences de base, je le disais tout à l'heure, faire une visio avec ses proches, s'actualiser sur Pôle emploi, s'actualiser sur la CAF, télécharger son attestation de sortie dans le confinement. Et je pense que ce à quoi nous travaillons tous ensemble, et je veux vraiment saluer le travail de tous les acteurs, c'est quelque chose d'encore plus essentiel, parce qu'on le voit dans l'inclusion numérique, quand on commence par parler de ces petites choses du quotidien, quand on commence par parler d'aller vendre quelque chose sur le Bon Coin, aussi d'aller dans le domaine privé, regarder ses comptes en banque en ligne, assez vite, les questions qui viennent, ça va être les questions sur les données, les questions sur les fausses informations, les questions sur la manière dont se diffuse l'information. Et on a vu de manière extrêmement tragique ces derniers jours à quel point on a besoin que les gens soient conscients de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, soient des citoyens émancipés et responsables face à ce qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi toute la question des écrans, toute la question de la parentalité à l'heure du numérique. Et ce à quoi nous travaillons tous ensemble, c'est d'essayer de faire en sorte que nous permettions à tous les Français d'être pleinement des citoyens dans un monde de plus en plus numérique et de comprendre cette grammaire qui est si particulière et qui n'est pas si évidente et qui n'est pas avec cette connaissance du numérique. On a besoin de l'apprendre et il n'y a aucun pays qui a réussi sa transition numérique qui ait réussi à s'exempter de cet accompagnement de tous ces citoyens. Alors, sur ce sujet, l'État déploie une politique très volontariste depuis 2018. Vous avez évoqué tout à l'heure cette question du pass numérique. Je pense aussi à la question de la structuration d'une filière avec les hubs, notamment le hub de La Réunion ou le hub ultra numérique. Et cette volonté
de structurer une filière. Parce que je pense que sur cette question de l'inclusion numérique, qui a longtemps été un peu le parent pauvre de la fracture numérique. On a souvent pensé la fracture numérique comme étant d'abord une fracture de connexion. C'est vrai, il y a un sujet de connexion, il faut qu'on continue à déployer la fibre, il faut qu'on continue à déployer le mobile, mais il y a aussi une fracture d'usage. Et sur cette question de l'inclusion numérique, on doit structurer un secteur. Alors, dans le cadre du plan de relance, vous l'avez évoqué, nous avons voulu faire de cette question de l'inclusion numérique un élément très important du plan de relance. Bien sûr, le plan de relance, il a vocation à préparer la France de 10 ans, à faire en sorte d'investir dans la technologie, d'investir dans la transition numérique. Mais on a voulu à la fois investir dans ces technologies et puis faire en sorte d'accompagner tous les Français et de franchir un cap absolument important dans cette question de la lutte contre la fracture numérique. C'est pour ça qu'on a remis de l'argent sur la question de la couverture fibrée du territoire. On veut que 100% de la France puisse être fibrée d'ici 2025, que ce soit d'ailleurs dans l'Hexagone ou outre-mer. Et surtout, on a fait un effort historique sur la question de l'inclusion numérique, puisqu'on a décidé de dédier 250 millions d'euros sur 2 ans à l'inclusion numérique. Pour vous donner une idée, le précédent plan que j'avais moi-même présenté, c'était 15 millions d'euros début 2020. Donc on est passé de 15 millions d'euros à 250 millions d'euros sur les 2 ans à venir, avec un objectif très simple, qui est plus de lieux et plus de gens qui forment au numérique. Parce que, au bout du bout, on le disait tout à l'heure, la question du numérique, la question de la transition numérique, la lutte contre la fracture numérique, c'est d'abord une question d'humain. Et donc, on doit avoir des lieux où on forme les gens au numérique. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on souhaite faire, c'est que on souhaite déployer sur le terrain, en lien avec les acteurs de terrain, en lien avec les collectivités territoriales, plusieurs milliers de formateurs dans les mois qui viennent. Donc, on est en train de travailler avec les associations engagées, avec les collectivités territoriales à l'atterrissage du process pour faire en sorte que l'État finance pendant 2 ans des médiateurs numériques, soit 2 ans à 100%, soit probablement 3 ans à 70% en cofinancement avec une collectivité territoriale ou un acteur, pour faire en sorte qu'il y ait plusieurs milliers de médiateurs numériques qui soient formés à ça, qui se déploient sur tout le territoire pour franchir un cap. Parce que ce que nous avons identifié, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de bras et on a paradoxalement besoin de plus d'humains pour réussir dans cette question de l'inclusion numérique. On a besoin de plus de lieux, donc il y aura une partie aussi pour financer des lieux, et on a besoin de certains outils, je pense par exemple aux outils tels que Aidant Connect, sur lesquels on veut investir pour déployer cet outil qui permet de fiabiliser la relation juridique entre un aidant et un aidé. Donc on va ouvrir l'appel à manifestation d'intérêt dans les semaines qui viennent. Nous sommes en train de travailler parce que je crois que le président lui-même souhaite s'engager sur cette question de l'inclusion numérique. Donc ce que j'invite, c'est l'ensemble des acteurs, des collectivités, à postuler pour qu'on puisse financer la formation et le déploiement de ces personnes partout sur le territoire. On veut vraiment co-construire cette politique avec à la fois les acteurs des territoires, les collectivités, parce que ce dont je suis persuadé, c'est que cette question, c'est tellement une question de proximité, c'est tellement une question du quotidien, que si on veut réussir, on a besoin des collectivités territoriales et des acteurs comme les hubs, comme les associations, comme tous ceux qui s'engagent, parce que l'État, il peut financer, il peut aider. Là, on fait un effort historique, mais pour déployer cette politique publique, on a besoin des acteurs du quotidien. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est dès que l'appel à projet dans les semaines qui viennent sera lancé, de postuler pour avoir 10, 20, 30, 100 personnes médiateurs numériques financées par l'État qui peuvent se déployer sur le territoire de La Réunion, parce qu'on sait que cette question de la fracture numérique, elle concerne tous les territoires, et notamment les territoires d'outre-mer. J'étais en Guyane il y a quelques mois pour en parler. J'avais l'intention de venir à La Réunion, mais la question de l'épidémie du Covid rend les déplacements un peu plus compliqués. Donc, il faut qu'on fasse en sorte qu'on ait partout sur le territoire français des médiateurs numériques, plus de médiateurs numériques. En tout cas, je veux vous remercier pour la mobilisation de La Réunion sur le sujet, qui à bien des égards d'ailleurs est assez leader et exemplaire. Je sais que l'année dernière, on avait, à travers le NEC Plus Ultra, travaillé sur un certain nombre de groupes de travail qui ont irrigué la stratégie numérique du territoire. C'est un sujet dont on va parler dans les mois qui viennent. Je ne pense pas que ce soit un sujet qui se résolve du jour au lendemain. Et on a besoin de montrer que ce monde du numérique, il est fait pour tout le monde, faute de quoi on continuera à avoir à la fois de l'incompréhension, de la colère,
et parfois des révoltes. Et donc, on a besoin de remettre de l'humain dans le numérique. Monsieur le ministre, merci. Merci de nous avoir confortés dans ces idées et de l'accompagnement que l'État va apporter à l'ensemble des acteurs de l'inclusion numérique. Et si vous le voulez bien, nous allons passer aux questions qui commencent à arriver sur les différents flux, sur le live YouTube, sur le chat. Et donc, la première question, je vais passer donc maintenant le micro à notre animateur, Monsieur Picardo, qui va ordonner ces questions. Merci encore, Monsieur le ministre. Merci. Alors, Monsieur Picardo, je ne sais pas si vous nous entendez, mais en tout cas, moi, je ne vous entends pas. Allô? Alors, comme je ne vous entends pas, je peux peut-être, je vois qu'il y a des questions qui arrivent sur le chat, je peux peut-être commencer à y répondre directement, comme ça, et puis, puis ensuite, vous pourrez reprendre la main. Donc, sur la question plus spécifique, comment ça va se passer concrètement? L'idée, c'est qu'on ait une normalisation de la formation, c'est-à-dire que au total, on aura quelques milliers de personnes pour pouvoir financer. On veut que ce soit réellement des médiateurs numériques professionnels. Et donc, j'entends que quelqu'un a repris la parole. Non, bon, je continue. Donc, on veut que ce soit vraiment des médiateurs numériques professionnels, c'est-à-dire qu'ils aient été formés pour ça et que ça donne même lieu à un titre professionnel. Parce que c'est également de structurer la filière. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait une formation de quelques centaines d'heures. Ça pourra donner aussi lieu, de manière un peu exceptionnelle, à s'il y a des médiateurs numériques qui sont déjà en poste à mi-temps ou qu'on solidifier un certain nombre de postes, on pourra travailler avec cela. L'idée, c'est quand même qu'il y ait plus de personnes qui arrivent sur le terrain. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, on veut qu'il y ait une certaine, que qu'on soit vraiment dans une approche professionnelle. Premier élément. Deuxième élément, on va mettre en place un site internet dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, où les acteurs associatifs ou les collectivités territoriales pourront postuler. Et donc, ils diront, nous, on a la volonté d'avoir des médiateurs numériques, on en veut X, 20, 30, 1, 2, 3, voilà. Notre projet, c'est celui-là, c'est-à-dire de couvrir tel territoire, de s'adresser à telle population. Et soit on les veut totalement financés pendant 2 ans, soit on les veut financés à 70% pendant 3 ans. Ça pourrait être à la fois des acteurs associatifs qui sont des acteurs du territoire, tout comme des collectivités territoriales. À notre niveau, on va devoir faire en sorte qu'il y ait une réconciliation par territoire, c'est-à-dire que s'il y a un département ou une région ou un EPCI qui veut les embaucher, en même temps il y a une association sur le territoire, bon, ben, nous on va avoir les deux arrivés, il faudra qu'on réconcilie les choses. Et l'idée, c'est que ce soit simple dans la manière de pouvoir postuler pour ces acteurs associatifs. Et donc, ensuite, une fois qu'il y a une structure qui a demandé 10 personnes, par exemple, eh bien là, on se met en relation avec elles sur le recrutement. Ça peut passer par Pôle emploi, ça peut passer par des relais de la structure pour faire en sorte de les recruter et puis de les former et de les payer. Donc, l'idée, c'est que ce soit le plus facile et sur étagère pour les structures. Mais comme je vois la question, oui, il y a des acteurs associatifs qui pourront bénéficier de cela. Les seules exigences que nous avons, nous, c'est que ce soit d'abord réellement des médiateurs numériques, c'est-à-dire que ce ne soit pas des gens qui fassent à la place d'eux, mais ce soit des formateurs. Je pense qu'aujourd'hui, des gens qui font à la place d'eux, on en a déjà beaucoup, même si on peut toujours en avoir plus, mais le sujet, c'est de former et d'autonomiser les gens. La deuxième chose, c'est qu'ils soient
tous formés et qu'ils soient tous à un vrai niveau professionnel de formation. Et puis par ailleurs, qu'ils soient labellisés médiateurs numériques, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais ensuite, on a besoin d'utiliser tous les canaux qui existent aujourd'hui pour irriguer sur tous les territoires. Mais voilà, l'idée, c'est que dans quelques semaines, on lancera cette plateforme où toute structure pourra venir postuler pour demander un certain nombre de médiateurs numériques. Il faudra quand même que ce soit lié à un vrai projet d'inclusion. Nous, on a juste cette volonté-là, c'est qu'on a la volonté de former des vrais médiateurs numériques qui arrivent dans un territoire, qui sont prêts à être accueillis dans un territoire, c'est-à-dire qu'il y a les lieux, il y a la stratégie, etc., pour être certain que ça atterrisse bien. Alors, comme Voilà, oui, cette fois-ci, j'ai pu récupérer le son. Parfait. Et je vais donc pouvoir vous parler de manière beaucoup plus simple. Et en fait, nous allons céder la première question à Monsieur Pierre Reynaud, qui a écouté attentivement votre discours et qui donc a une première question à vous poser. Bonjour Monsieur le Ministre, Pierre Reynaud, donc je suis référent en accessibilité numérique à l'Université de La Réunion. Et en effet, j'ai écouté votre intervention. Je ne l'ai pas vue puisque je suis moi-même aveugle, donc aussi confronté à une problématique que je n'ai pas entendue dans votre bouche, mais pour laquelle je sais que vous êtes sensible, c'est l'accessibilité numérique. C'est-à-dire que dans l'inclusion numérique, pour nous, il y a deux piliers. Il y a évidemment le pilier humain, dont vous êtes en train de parler, la médiation numérique, l'accompagnement, les aidants numériques, tel qu'on va en parler pendant un jour et demi. Mais comment faire pour que le numérique soit inclusif, éthique et durable, et comment faire pour que le numérique soit nativement accessible? Daniel Mambrive a introduit la manifestation en parlant du choix de Zoom, qui est évidemment pour nous, personnes en situation de handicap, une des solutions visio la plus accessible. Et il dit, et on le sait, que l'État travaille sur une solution de visio. Et la question, elle est très simple. Est-ce qu'on peut être sûr que cette solution de visio, adoptée par l'État français, par le secteur public, sera nativement accessible à toutes les personnes en situation de handicap? Merci, Monsieur le Ministre. Je vous en prie. Non, vous avez raison. La question de l'accès aux outils du numérique, c'est trois choses. C'est d'abord la connexion. C'est ensuite, on peut rajouter à la connexion l'équipement. C'est ensuite le savoir et c'est ensuite les sites Internet eux-mêmes, notamment les sites Internet de l'administration. Il n'y a pas que les sites Internet de l'administration, parce qu'il y a tout l'ensemble des outils qu'on utilise sur le numérique. Mais aujourd'hui, les sites Internet et de l'administration et du privé, si on est très direct, sont insuffisamment accessibles aux personnes en situation de handicap, tout comme aux citoyens lambda. Parce qu'il y a un langage administratif, une attention à l'usager qui est insuffisante, que ce soit sur les sites privés comme les sites du public. Et on doit absolument progresser dans cette direction. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs choses depuis 1 an et demi. D'abord, aujourd'hui, on rend public tous les 3 mois, aujourd'hui c'est piloté par ma collègue Amélie Monchalin, le caractère accessible ou non des sites Internet. Quand je dis accessible ou non, c'est accessible selon le RG2A, donc le référentiel général d'accessibilité des sites Internet. Et 2, c'est est-ce que vous pouvez vous connecter par France Connect, est-ce que c'est accessible sur un téléphone portable, etc., pour que de manière générale, l'accessibilité des sites publics, des 250 démarches les plus utilisées par les Français soit publique et qu'on puisse de trimestre en trimestre voir les choses progresser. C'est aussi pour ça qu'on a pris un engagement lors de la conférence nationale du handicap il y a 7 ou 8 mois, qui est de dire qu'on devait faire un progrès absolument essentiel sur l'accessibilité aux personnes en situation aujourd'hui qui doit être autour de 25% du RG2A à 80% du RG2A d'ici 2022. Je pense que si on veut faire du numérique inclusif et si on veut faire du numérique un outil pour tous, il faut que ce soit réellement un outil pour tous. Parce que à l'heure où on a moins de services publics et de services privés physiques, à l'heure où les choses sont de plus en plus numériques, alors le message envoyé par l'État ou par les organisations, quand on met en ligne des démarches administratives
sans penser à tous les usagers, c'est un message qui est absolument terrible en termes de continuité du service public. Ce n'est pas un problème d'accessibilité, c'est un problème de continuité du service public. Et donc, cette question de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, mais également à ceux qui n'ont pas l'habitude du numérique, à travers la formulation, à travers les mots que l'on utilise, est absolument indispensable. Sur la question de la visioconférence, en fait, aujourd'hui, on travaille non pas à développer notre propre solution, mais à faire en sorte éventuellement de labelliser un certain nombre de solutions qui peuvent être utilisées et qui sont plus respectueuses des données personnelles que d'autres solutions, qui ne sont pas soumises à un certain nombre de législations extraterritoriales américaines. Mais bien évidemment que cette question de l'accessibilité est absolument indispensable. Vous voyez, je ne savais même pas que Zoom était une des plus accessibles. C'est assez intéressant. Mais dans le fond, c'est assez illustratif de la réflexion d'une partie je veux dire, Zoom est accessible pas pour faire plaisir. Zoom est accessible parce qu'en fait, il cherche à toucher le plus grand nombre de personnes. Ben, c'est exactement ça qu'on doit faire dans les outils qui sont développés par le service public, proposés par le service public. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Alors, nous avons des questions qui viennent de plusieurs régions et même de France métropolitaine, puisque c'est Nicolas Vauzel de l'Espace numérique Sud-Charente qui souhaiterait vous interpeller au sujet de la formation de ceux qui encadreront les médiateurs. Vous avez évoqué un volet très important de formation de médiateurs, mais la question se pose de l'ensemble de la filière. Qu'est-ce qu'il est prévu pour ceux qui encadreront ces médiateurs? Alors, pour ceux qui encadreront les médiateurs, c'est-à-dire les restes... Il y a une coordination à mener. Pardon, je ne suis pas certain de bien comprendre la question. Donc, vous parlez des responsables de lieu, par exemple? Oui, ou en tout cas de ceux qui auront une fonction dans les associations d'éducation populaire de coordonner l'ensemble de ces médiateurs. Qu'est-ce qu'ils ont eux-mêmes comme formation ou acquisition de compétences complémentaires? Ce à quoi on réfléchit, c'est qu'il y a éventuellement deux niveaux de médiateurs qui sont formés, c'est-à-dire des médiateurs qui sont médiateurs et des médiateurs à qui on donne un certain nombre de compétences de gestion des services numériques ou de choses comme ça. Ça, c'est quelque chose auquel nous travaillons. Le deuxième élément, c'est qu'on ne veut pas laisser tous ces médiateurs dans la nature. Donc, dans la contractualisation qu'on fera avec les structures ou les collectivités territoriales, on veut faire en sorte de pouvoir continuer à les animer. C'est-à-dire que je pense que l'animation de cette communauté, l'animation de ce commando de médiateurs numériques est absolument indispensable pour continuer, pour leur donner les meilleurs outils. Il faut que, dans la structuration de la filière, on a besoin de diffuser les bonnes pratiques, de diffuser les meilleurs outils et de rendre des outils collectifs. Deux, pour continuer à les former, pour continuer c'est ça, à ce qu'ils continuent à apprendre, pour faire en sorte que voilà, on ait vraiment une structuration de politique publique. Et trois, parce qu'on pense qu'il y a la question des médiateurs, il y a la question des lieux et la question de cette structuration de filière. Donc, je précise au passage qu'on travaille également sur la valorisation des acquis de l'expérience pour l'ensemble des médiateurs qui sont aujourd'hui en poste, parce qu'on veut ajouter des milliers de médiateurs, mais on doit aussi traiter avec ceux qui sont actuellement en poste. L'idée, c'est vraiment de structurer une politique publique dans son ensemble. Il n'y a pas de schéma établi. Aujourd'hui, les médiateurs numériques peuvent être dans des associations, ils peuvent être des mairies, ça peut être des secrétaires de mairie, ça peut être des travailleurs sociaux. Mais il faut qu'on réussisse à structurer l'ensemble de cette filière. Donc là, on veut mettre plus de médiateurs sur le terrain, mais on veut aussi structurer la filière dans son fonctionnement, sa gouvernance, d'où la question des hubs également, mais également dans ses outils. Et là, on doit travailler aussi avec la Mednum, qui est donc cette coopérative qui travaille sur la diffusion des bonnes pratiques et la diffusion des outils, qui me semble absolument indispensable de faire en sorte que puissent tous avoir les mêmes référentiels, enfin, les secteurs puissent avoir les mêmes référentiels et les mêmes outils comme l'outil PIX pour progresser. Parce que si on veut faire en sorte que ce soit une vraie politique publique, il faut qu'il y ait des standards et des référentiels. C'est-à-dire qu'on puisse évaluer tous de la même manière les capacités ou les incapacités et appliquer un certain nombre de protocoles qui sont bien sûr à adapter en fonction des personnes, en fonction de la situation locale, et qui permettent de faire monter d'un cran l'ensemble du secteur de la médiation numérique.
Voilà qui est rassurant pour la dynamique sur le territoire, mais d'autres acteurs s'interrogent. C'est par exemple l'association Agir ABCD, qui est une association totalement bénévole et qui se pose la question de savoir, elle n'a ni visée commerciale ni caractère professionnel, est-ce qu'elle pourra néanmoins, au titre de l'éducation populaire, prétendre à la formation des médiateurs numériques pour ses membres? Alors, l'objectif n'est pas d'avoir une visée commerciale. Nous, notre objectif, c'est de dire un médiateur numérique, c'est un médiateur qui est labellisé dans le cadre de ces déploiements, c'est quelqu'un qui est à plein temps et qui est rémunéré pour ça. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire passer un cran à l'ensemble du secteur, on a besoin qu'il y ait beaucoup plus de professionnels sur le sujet. Donc, si cette association de bénévoles, elle veut postuler pour avoir une personne à plein temps qui fait de la formation, etc., et donc rentrer dans cette logique-là, il n'y a aucun problème. Par contre, on ne labellisera pas des gens qui font ça sur leur temps libre. Je pense que c'est indispensable qu'il y ait des gens qui le font. Je pense que c'est une très bonne chose, et que c'est deux choses différentes. Ce à quoi nous, on veut travailler, c'est vraiment labelliser, enfin en tout cas former des gens qui le font à plein temps et dont c'est un vrai métier, ce qui n'empêche pas que l'on mette à disposition les outils qu'ils utilisent, les outils de formation, les outils d'évaluation, à disposition de l'ensemble du secteur de la médiation numérique. Et je pense que tout le monde en profitera parce qu'on va professionnaliser un certain nombre de choses et qu'il n'y a pas vocation d'être propriétaire de ces éléments-là. Mais vraiment, les médiateurs numériques sur lesquels on travaille, on souhaite que ce soit des gens à plein temps et qu'ils soient des professionnels du secteur parce qu'on a besoin de franchir un cap sur le sujet. Une filière donc structurée, mais la capacité pour les bénévoles qui sont souvent les encadrants de cette filière de pouvoir se former également, ce qui leur permettra d'accompagner également ces médiateurs. Et l'ensemble d'autres questions a vocation à être disponible en open source. Voilà une logique numérique de mise à disposition. Alors d'autres questions interviennent, elles sont autour de la possibilité éventuelle d'intégrer ces formations dans les dispositifs d'apprentissage pour permettre une meilleure intégration de la formation. Oui, ça c'est possible. On y travaille sur la question des dispositifs d'apprentissage. Après, il faut que ce soit modulaire, c'est-à-dire il y a des gens qui ont déjà un certain nombre on est très pour l'apprentissage, ça permet d'être assez vite sur le terrain. Mais il y a des gens qui n'en auront pas besoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà un certain niveau de base, qui pourront donc faire l'objet d'une validation des acquis de l'expérience directement. Et donc, il faut que ce soit assez modulaire, mais on est très ouvert à l'apprentissage. Je vais vous prendre une dernière question et après, je devrais vous quitter si ça ne vous dérange pas. Tout à fait, je le comprends absolument, Monsieur le Ministre. Alors, la dernière question était plus créolophone et locale. La question était justement, quelle possibilité existe-t-il de mise en œuvre de cette démarche pour un public créolophone? Quel dispositif imaginer? Je pense que le sujet il doit s'adapter localement. C'est-à-dire, s'il y a des structures de la Réunion qui postulent au dispositif de médiateur numérique, il faut que ça réponde aux besoins identifiés à la Réunion. Donc, je pense que le sujet se conçoit dans le recrutement. C'est-à-dire qu'une fois qu'une structure associative de la Réunion dira « bon, bah, moi, j'ai besoin j'en postule pour 10 personnes », c'est à elle de nous dire « j'ai besoin, dans ces 10 personnes, on va se mettre d'accord sur la manière de les recruter, de les sourcer chez Pôle emploi, et on en cherchera 2, 3 qui parlent créole. » Je pense que c'est indispensable parce qu'il faut toucher tous ces publics-là. Et il n'y aura pas de dispositif spécifique sur tel endroit. Dans d'autres endroits, soit parce que je ne sais pas, dans certains quartiers, on a besoin de maîtrise d'autres langages, soit parce qu'il y a des spécificités locales. Et ça, je pense que ça se règle dans le recrutement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une discussion, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le besoin, entre les structures et la structure nationale qui coordonnera l'ensemble, sur comment est-ce qu'on recrute, est-ce qu'on travaille avec Pôle emploi à chercher des gens qui parlent créole par ailleurs, etc. C'est comme ça qu'on doit le régler, c'est à travers le recrutement des médiateurs. Bien, Monsieur le Ministre, je vais laisser Daniel Mambrive conclure cette séquence en votre compagnie et je vous remercie du temps et de la disponibilité que vous nous avez consacré. Merci beaucoup. Alors Daniel, on vous entend très mal. Enfin, je ne sais pas si c'est moi, mais...
C'est moi, je pense que ça va aller mieux. Oui, je vous remerciais. Et effectivement, je me congratulais presque avec mes camarades du Club Mednum 974 que nous avons monté, parce qu'effectivement, la dernière question, nous l'avons abordée et nous avons par exemple utilisé le kit inclusion numérique que vous connaissez mieux que moi Ouais. de la société numérique, et nous avons vu qu'il fallait mettre une couche au-dessus pour nous assurer que nous avons quelqu'un qui était peut-être pas que créolophone, mais au moins qu'il était francophone et qu'on n'avait pas de difficulté pour réaliser l'inclusion numérique avec lui, l'amener vers l'autonomie ou effectuer une opération avec lui. Merci encore, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Et puis, on attend du 974 qui se saisisse de ces médiateurs numériques. Hein. Bien sûr. Bon courage, à bientôt. Au revoir. À très, très bientôt, Monsieur le ministre.